Bonjour et bienvenue dans Cybercast, votre rendez-vous avec la cybersécurité en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la série d'interviews avec Ben Namogo. À titre de rappel, pour les nouveaux abonnés, nous faisons depuis un bon moment une série d'interviews avec notre invité à chaque nouvelle publication de ses livres. Aujourd'hui, nous abordons un sujet souvent négligé mais pourtant essentiel, l'éthique en sécurité de l'information. Bonjour Ben, heureux de te retrouver à nouveau. Bonjour, heureux aussi d'être là. C'est le plaisir est partagé. Donc, nous allons rentrer dans le vif du sujet avec la présentation et la genèse de ce nouveau, on va dire, de ce nouveau livre sur l'éthique en sécurité de l'information. Pour commencer, pourrais-tu à nouveau te présenter assez brièvement à nos nouveaux auditeurs et nouvelles auditrices, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Moi, c'est Koné Namogo Ben Armel. Je suis ingénieur en sécurité du système d'information ici de l'ESATIC. Donc, j'ai 8 années d'expérience que j'ai mis à profit dans différents domaines, télécom, bancaire, logistique. Et comme tu l'as si bien dit, ça fait quelques mois que je me suis donné pour objectif d'écrire des articles sur la sécurité du système d'information. Donc voilà brièvement un peu une présentation que je peux donner. Merci Ben. Qu'est-ce qui t'a motivé à écrire sur un thème aussi sensible que l'éthique en sécurité de l'information? Comme je l'ai dit tantôt, hein, j'ai entrepris d'écrire un certain nombre d'articles sur la sécurité de l'information et très vite le sujet de l'éthique s'est présenté à moi comme un sujet qu'il fallait absolument aborder avec la communauté, voilà, parce que justement c'est comme tu l'as dit, c'est un sujet sensible qui est très important qu'il faut développer au sein de la communauté. C'est un peu comme une boussole en fait pour les professionnels de la sécurité et de l'information à agir dans un cadre légal et vraiment à se mettre dans la posture de celui qui protège et non de celui qui attaque. Beaucoup important aussi pour ceux qui sont en formation, qui sont déjà dans la vie réelle, toujours. Voilà, moi j'ai trouvé que c'est un sujet d'actualité, voilà, qu'il faut remettre sur la table, on saisit toutes les subtilités, et puis voilà, mettre le sujet sur la table et en discuter, quoi. Effectivement. Et on va essayer de décortiquer celui-ci pour nos auditeurs. Déjà, comment est-ce que toi tu définirais assez simplement l'éthique en sécurité de l'information? Pour ceux qui vont lire l'article, ils s'en rendront compte. En fait, l'éthique, voilà, selon le domaine, selon le contexte dans lequel on se place, voilà, les définitions ont tendance à légèrement varier. Mais dans le cas de la sécurité de l'information, quand on parle d'éthique, il s'agit vraiment d'utiliser ses compétences, d'utiliser ses aptitudes, son talent dans le but de protéger les biens, les organisations et les personnes. Voilà. Donc, tout ce qui va à l'encontre de la protection, voilà, de ces trois choses dont je viens de parler, va rentrer dans un cadre non éthique. Donc, non éthique, c'est vraiment utiliser ses compétences pour des vols, pour des compromissions non autorisées, pour voilà des intrusions non autorisées et à fortiori faire, on va dire faire du mal, soit à autrui quoi, soit à un bien, soit à une organisation. Donc, de façon simple, voilà comment on pourrait définir l'éthique en sécurité de l'information. D'accord, merci Ben. Et pour mieux comprendre un peu, pour inciter un peu mes auditeurs à aller lire le livre, tu peux rappeler la structure générale et puis le message principal que tu as fait passer. Oui, bien sûr. Donc, l'article va se diviser en 4 parties. La première partie, c'est déjà de bien comprendre ce qu'on entend par éthique dans la sécurité de l'information. Ensuite, la deuxième partie, c'est de montrer les différentes facettes
de l'éthique dans la sécurité du système d'information parce qu'il il y a quand même des nuances, des subtilités qu'il faut appréhender. Donc, c'est là la seconde partie. La troisième partie, c'est de présenter les risques et les opportunités. Donc, quels sont les risques de se comporter de façon non éthique et quelles sont les opportunités? Qu'est-ce qu'on gagne à se comporter de manière éthique? Ça, c'est la troisième partie. Et la dernière partie montre les facteurs d'influence. Donc, qu'est-ce qui influence quelqu'un à agir de manière éthique ou non? Donc, voilà un peu les quatre parties qui ressortent dans l'article que j'ai écrit. Est-ce que dans le livre, tu évoques peut-être certains dilemmes éthiques auxquels les professionnels font face? Si oui, peux-tu nous en citer un ou deux exemples concrets dans le livre? Oui, il y a des dilemmes éthiques. C'était l'un même des buts de cet article, de faire ressortir ces dilemmes-là. Pour en citer peut-être un ou deux. Le premier, euh, comme on l'a dit tantôt, c'est la définition de l'éthique qu'on a donnée au départ, c'est le fait d'utiliser ses compétences pour protéger les individus, les biens, les organisations. Maintenant, quand par exemple si on prend par exemple le cas des Anonymous qui attaquent souvent des organisations ou des individus justement pour revendiquer, c'est-à-dire ils estiment que ceux qu'ils attaquent ont, ont mené des actions injustes envers ceux qu'ils appellent des victimes. Et lorsqu'ils attaquent ces entités-là, c'est un peu une sorte de vengeance, une sorte de réponse qu'ils apportent. Voilà. Donc ici, ils se mettent dans une posture de défense, certes, des organisations, de ceux qui sont opprimés, mais en même temps, ils sont, voilà, quelquefois en marge de ce que la loi, de ce que la loi attend d'eux. Donc voilà un peu, on va dire, un petit dilemme au niveau de l'éthique. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais j'invite vraiment les lecteurs à prendre connaissance de l'article pour en voir les autres. Parce que, effectivement, il ne faut pas voir les oppositions en tout blanc ou tout noir. Voilà. Parfois, euh, les pratiques non éthiques viennent de personnes ou bien d'entités auxquelles on s'attend pas, en fait. Voilà. Et souvent, ceux qui sont censés être les méchants, en griffe, ce sont ceux-là aussi souvent qui ont des pratiques dites éthiques, même si c'est controversé. Voilà. Donc, j'invite vraiment les lecteurs à prendre connaissance de tout l'article pour voir les détails. Ouais, je suis d'accord. Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé dans l'article, c'est le fait que tu aies fait un rappel on va dire tu as présenté une image Mhm. avec les différents profils que l'on rencontre dans le domaine de la sécurité de l'information en partant des chapeaux noirs, bon, qu'on appelle black hat, des chapeaux blancs, white hat. Généralement, c'est les deux là qu'on nous présente, mais tu as mis en avant d'autres types de profils. Est-ce que Mhm. tu peux revenir dessus, hormis le chapeau gris et puis le chapeau vert et le chapeau bleu, un truc comme ça. Tu peux le définir un peu pour nos auditeurs. Oui, oui, bien sûr. Je pense que, en général, ce qu'on nous présente, c'est les black hats et les white hats. Donc, pour nos auditeurs, les chapeaux blancs sont ceux qui défendent, voilà, sont ceux qui utilisent leurs compétences justement pour protéger les biens, les organisations et les personnes. Et les chapeaux noirs sont ceux qui agressent, voilà, ceux qui utilisent leurs compétences pour compromettre, pour voler, pour bloquer l'activité régulière des personnes, des organisations et des biens. Voilà. Mais en général, on pense on s'arrête là, non. Alors qu'il y a d'autres profils, par exemple, comme le grey hat dont tu as parlé, qui utilisent tantôt ses compétences pour protéger et quelquefois aussi qui utilisent ses compétences pour des pratiques non recommandables. Donc, il est un peu voilà, à la frontière des deux. Voilà, il est tantôt white hat, tantôt black hat. Bon, voilà, ce n'est pas très clair en fait. Son éthique n'est pas très claire. On a aussi le red hat le chapeau rouge qui lui en fait, comme l'article dit, hein, c'est le pendant offensif du white hat. Donc lui, il aura tendance à riposter
au Black Hat, c'est-à-dire il va attaquer les Black Hat de sorte même à compromettre leurs infrastructures, introduire leur réseau, faire sortir ce qu'ils veulent cacher, leurs identités, souvent les clés de chiffrement qu'ils veulent cacher. Voilà, c'est quelqu'un qui est plus offensif, qui est plus agressif que le White Hat, mais voilà, qui est censé, in fine, faire pour la bonne cause. Mais est-ce qu'il ne transgresse pas certaines lignes? Voilà, la question reste posée. Mais je laisse les auditeurs vraiment découvrir les autres profils en lisant l'article. Merci Ben. On va pas à présent se focaliser sur la partie 2 de notre épisode. Comme tu le sais, à chaque fois, j'essaie de faire une sorte de contextualisation avec l'Afrique. Mhm. Donc, si on part de ce principe, est-ce que tu penses que la transformation numérique s'accélère? Est-ce que la question de l'éthique suit le rythme? Bon, je pense que c'est pas suffisamment fait. C'est vrai que lors de nos formations, on nous en parle, mais j'estime que c'est un peu trop bref. Voilà, j'estime que c'est un peu trop bref. Je pense qu'il faut beaucoup plus insister sur ce point. Pourquoi? Parce que justement, on forme de plus en plus de nouveaux spécialistes dans la sécurité de l'information, surtout ici, sur nos contrées, hein, voilà. Et donc, ça veut dire que dans les années à venir, les compétences dans ce domaine-là vont s'agrandir, vont s'élargir. Voilà. Et justement, si cette notion d'éthique-là n'est pas profondément enseignée, on peut se retrouver dans des cas où certains vont dévier. Voilà. Ils vont estimer que voilà, il peut avoir la part du gain, il peut avoir d'autres influences, qu'est la dernière partie de mon article, qui vont faire que ils auront tendance à agir comme des plaquettes. Voilà, utiliser leurs compétences pour agresser. Voilà, donc j'estime qu'il faut même pourquoi pas aller jusqu'à avoir une matière, voilà, pour même si c'est quelques heures, vraiment enseigner les conséquences, les risques, les opportunités, voilà, à parler de l'éthique, donner des exemples pour que justement les éveils de conscience se fassent, pour que la responsabilité des uns et des autres soit pleinement engagée, et puis voilà, qui sentent les conséquences de leurs actes. Sinon, moi j'estime que avec toutes ces spécialistes qui vont venir au fur et à mesure, si il n'y a pas ce volet sensibilisation, ce volet éthique, on peut se retrouver avec de plus en plus d'attaques, de plus en plus de conséquences pour notre société et bien évidemment des conséquences qui seront difficilement gérables. Est-ce que tu as connaissance peut-être dans notre contexte africain, une entreprise qui s'est déjà fait attaquer par l'un de ses anciens employés ou bien qui peut-être qui a contribué à mener une attaque peut-être, sans forcément Oh, citer le nom? bien sûr, bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai participé personnellement à plusieurs investigations numériques, ce qu'on appelle communément des forensiques lors des post-incidents, donc des attaques, des cyberattaques, voilà, pour savoir un peu ce qui s'est passé. Et dans la plupart des cas, dans beaucoup des cas, il y a l'implication d'employés véreux internes, en fait. Voilà. Donc, c'est des choses qui arrivent très souvent. Les causes sont multiples. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, mais c'est effectivement c'est des choses qui arrivent très fréquemment en fait. Que lors une attaque, une cyberattaque réussie, qu'il y a eu collaboration de quelqu'un en interne, voilà, ou comment on appelle ça, ou même la fraude interne, c'est-à-dire qu'il vient carrément même de quelqu'un qui est en interne, qui a abusé de ses droits, tout ça. Donc tout ça, c'est des pratiques non éthiques qui, pour moi, du fait que peut-être les gens ne sont pas sensibilisés ou n'ont pas forcément conscience des conséquences de leurs actes par derrière et tout. Voilà. Moi, je pense qu'il faut mieux sensibiliser sur la Ça m'amène, question. Et puis bon, vas-y. Mhm. effectivement, ça m'amène à aller sur la question suivante qui est, quels sont selon toi les défis spécifiques à notre continent sur ce plan, le plan de l'éthique de l'information, notamment en matière de gouvernance, de protection des données et de sensibilisation? Oui, bon, les défis, c'est partout pareil, hein, c'est pas forcément spécifique à l'Afrique. C'est justement cette sensibilisation, l'engagement
comment on appelle ça, de toutes les parties prenantes à agir dans le sens de l'éthique. Quand il dit toutes parties prenantes, tout à l'heure, j'ai parlé de la formation, donc dès la formation, mais il y a aussi le volet entreprise, parce qu'en entreprise, il faut mettre des politiques, des cadres, comment on appelle ça, formels, qui encadrent tout ce qui est pratique non éthique, sensibilisation, sanctions aussi lorsqu'il le faut, supervision, et voilà. Donc, il y a tout un cadre, tout un programme, que ce soit organisationnel ou technique, voilà, qu'il faut mettre en place justement pour encadrer tout ça. Et c'est pas forcément spécifique à l'Afrique, c'est vraiment de manière générale. Voilà, parce que l'être humain, il lui dit, c'est constamment un besoin constant en fait. Voilà, former, sensibiliser, surveiller. Effectivement. Et puis aussi, il faut avoir des cadres, on va dire des cadres légaux pour Tout à fait. pouvoir suivre un peu le rythme. Surtout des structures comme l'ANSSI. Est-ce que tu penses que ça revient toujours à cette question à chaque fois, mais c'est important pour moi parce que je pense que ça va permettre peut-être à l'ANSSI, vu que le directeur général fait partie de mes auditeurs, je pense qu'il écoute. Donc, quel rôle cette structure-là peut jouer dans ce sens? Moi, je pense déjà que l'ANSSI joue un rôle majeur, hein, déjà à travers la sensibilisation de la population. Maintenant, je pense qu'ils peuvent mener une sensibilisation un peu plus ciblée, peut-être vers ceux qui ont, vers les spécialistes du domaine, pour qu'ils puissent, de façon préventive, mener cette sensibilisation-là. On a vu dernièrement des arrestations, hein, qui se sont faites de personnes qui ont utilisé leur talent pour escroquer beaucoup de millions, des centaines de millions. Je pense que si les gens partent sur la plage de l'Antilles, ils verront. Voilà, donc c'est dire qu'il y a des gens qui utilisent leur talent pour dépouiller, pour compromettre, pour voler. Donc le rôle de l'ANSSI sera de justement sensibiliser ces acteurs-là, de mettre en avant les conséquences et voilà, les responsabilités. De toute façon, ceux qui s'adonnent à ces choses-là seront tout le temps rattrapés. Je pense que mon article le précise. Vous serez tôt ou tard rattrapé par vos actions. Voilà. Donc, la sécurité zéro n'existe pas, même pour les cybercriminels. Donc, Exactement. Pour revenir à l'anti, vraiment, c'est de continuer dans leur lancée, peut-être avoir un peu plus orienté vers un public un peu plus spécifique, mais je pense déjà qu'ils font un rôle formidable. Effectivement, et on va aborder la dernière partie de ce numéro. Je pense que tu as déjà parlé un peu des bonnes pratiques. On va dire que tu as recommandé des bonnes pratiques pour les entreprises. Il faut passer par la sensibilisation. Il faut mettre on va dire, une bonne gouvernance Mhm, dans l'entreprise, etc. Mais pour les jeunes professionnels ou étudiants, comment développer cette sensibilité éthique dès le départ de leur carrière? mhm. Oui, donc dès le départ de leur carrière, déjà il faut leur montrer la voie. Je pense que c'est très important parce que quand on est dans cette spécialité-là, souvent on est très attiré par la technique, par le défi, par les compétences qu'on souhaite développer. Bon, on ne se rend pas forcément compte que certaines pratiques peut nous attirer de gros ennuis. Donc, il faut déjà avoir des modèles. Il faut déjà qu'on les forme, qu'on les sensibilise à la question, comme je l'ai dit tantôt. Ensuite, il faut savoir les orienter. C'est-à-dire qu'on a fini de leur dire qu'est-ce qui n'est pas bon de faire. Il faut aussi leur montrer comment ils peuvent s'exprimer en fait. Voilà. Donc cette flamme-là qu'ils ont en eux, qu'on a en nous tous, comment est-ce qu'ils peuvent l'exprimer? Il y a des plateformes aujourd'hui qui permettent justement de développer ces compétences techniques et même dans le monde réel, hein. Voilà, les appliquer, par exemple, les pratiques de bug bounty. On a des plateformes aujourd'hui de challenge où tu peux faire du CTF, du hacking, hack the box, ou bien même se donner pour défi de faire des certifications techniques très poussées qui donnent des preuves de votre capacité technique. Donc aujourd'hui, on peut vivre sa passion sans forcément rentrer dans les travers non éthiques.
Voilà. Donc, je pense qu'il s'agit de leur montrer des modèles, de les sensibiliser et de leur mettre en face des risques et des responsabilités auxquels ils feront face. Après, chacun, quand ça c'est fait, voilà, je dis chacun fait ses choix en connaissance de cause. Effectivement, et aussi avec l'avènement de l'intelligence artificielle, Mhm. dans les deux sens, hein, Tout les à fait. entreprises pourront se baser sur cette technologie pour Mhm. pouvoir facilement détecter les personnes, on va dire les shadow IT en interne, Mhm. ou Mhm. bien aussi les personnes non éthiques pourront aussi utiliser l'intelligence artificielle pour Mhm. accélérer un peu leur mode, on va dire leur mode opératoire. Tout à fait. Euh, donc voilà. Et Ben, du coup, on arrive à la fin. Quel serait ton mot de fin pour encourager mes auditeurs et auditrices à vraiment aller lire l'article que tu as publié? Oh, j'encourage toujours en tout cas tes auditeurs à lire mes articles qui sont censés sortir chaque mois. Donc, on prend un sujet spécifique à la sécurité et l'information qu'on essaie de développer tout ensemble. Bien sûr, j'attends les retours, hein, les commentaires, les axes d'amélioration, les contributions sont toujours les bienvenus. Voilà, cette fois-ci, on a l'épisode numéro 4. On parle de l'éthique. Voilà, de l'éthique dans la sécurité de l'information qui est très important. Voilà, pour chacun de nous, il y a beaucoup bon, on va dire d'informations et d'aspects de l'éthique qui ont été abordés dans l'article. J'encourage vraiment tout le monde à prendre connaissance et à contribuer à tous ces chantiers. Merci beaucoup, Ben, pour cet échange riche et inspirant. On retiendra qu'en cybersécurité, la technique seule ne suffit pas. Il faut aussi une boussole morale. Mhm. Pour celles et ceux qui veulent approfondir le sujet, n'hésitez pas à consulter l'article de Ben qui a été publié sur sa page LinkedIn intitulé L'éthique en sécurité de l'information. Nous Tout à allons fait. également mettre le lien vers l'article dans la description de cet épisode. Et si cet épisode vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous à Cybercast et aussi à Ben, bien évidemment. Parce que si vous êtes abonné à sa page, vous allez voir que les articles sont publiés au fur et à mesure. Merci beaucoup et on se dit à la prochaine pour un nouveau numéro. Merci Ben. Merci beaucoup. Bonne soirée.